Que vous soyez professeur, élève ou étudiant et que vous souhaitez réussir brillamment aux examens et concours, BFEM, Bac, FASTEF, CREM, UGB et bien d'autres, toutes matières confondues, vous êtes au bon endroit. Ici, nous expliquons clairement, nous simplifions les notions difficiles et nous vous accompagnons pas à pas vers la réussite. Bienvenue sur la chaîne YouTube Ibrahima Gomme Attitude, la chaîne de celles et ceux qui veulent comprendre, progresser et réussir. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et soutenez la chaîne pour ne rater aucune leçon utile à votre succès. Imaginez un peu le tableau. Une ville, une démocratie, qui décide de traîner en justice son philosophe le plus célèbre. Pas pour ce qu'il a fait, non, mais pour ce qu'il a pensé. Un homme jugé pour avoir posé trop de questions. C'est une histoire bien réelle, et elle est au fondement même de notre pensée occidentale. Alors on se transporte en 399 avant notre ère. On est à Athènes. Et l'ambiance, elle n'est pas vraiment à la fête. La cité se relève à peine d'une guerre terrible, la guerre du Péloponnèse. C'est une période de grande fragilité, de doute pour cette ville qui a pourtant tout inventé, la démocratie, le théâtre, la philosophie. Et au milieu de toute cette agitation, il y a cet homme, Socrate. Il a 70 ans. Son arme à lui, ce n'est pas l'épée, ce sont les mots, les questions. Et il fait face à des accusations gravissimes, qui pourraient bien lui coûter la vie. Allez, on plonge au cœur de ce procès hors norme. Pour bien comprendre ce qui se joue ici, il faut d'abord regarder les faits. Enfin, les charges retenues contre lui. De quoi on l'accuse juste, ce fameux Socrate. Alors voilà, sur le papier, c'est très lourd. 3 accusateurs, Mélétos, Anytos et Lycon, portent plainte. Premier chef d'accusation, corrompre la jeunesse. Deuxième, l'impiété, un crime qui peut mener à la mort. On lui reproche de ne pas croire aux dieux d'Athènes et pire encore, d'introduire de nouvelles divinités. Rien que ça. Mais là où ça devient fascinant, c'est que Socrate, pendant sa défense, va presque ignorer ces accusations. Pour lui, le vrai procès, il est ailleurs. Il ne se bat pas contre ces 3 hommes, mais contre des préjugés, des rumeurs bien plus vieilles et bien plus tenaces. Il explique aux jurés, en gros, vous me jugez sur des on-dit, sur des caricatures qui circulent depuis que vous êtes gamin. On le présente comme un sophiste qui vend son savoir pour de l'argent ou comme un genre de savant fou qui a la tête dans les nuages. Et ce sont ces ombres, ces vieilles calomnies qui sont ses véritables accusateurs. Mais d'où vient cette réputation sulfureuse? Socrate raconte que tout a commencé avec l'oracle de Delphes, l'autorité religieuse suprême. Un jour, son ami Chéréphon a posé la question « Existe-t-il un homme plus savant que Socrate ?» Et la réponse de la Pythie a été un non catégorique. Personne. Imaginez le choc pour Socrate, lui qui est absolument convaincu d'une chose, c'est qu'il ne sait rien. Comment pourrait-il être le plus savant des hommes? C'est une énigme divine, et pour la résoudre, il va se lancer dans la mission de sa vie. Le voilà donc parti, tel un détective de la sagesse, interroger tous ceux qui, à Athènes, ont la réputation d'être des experts. Il commence par les politiciens, puis les poètes, et enfin les artisans. Et à chaque fois, la conclusion est la même. Ces gens croient savoir beaucoup de choses, mais quand on gratte un peu, leur savoir s'effondre. Et là, c'est le déclic. Socrate comprend enfin le message de l'oracle. S'il est le plus savant, ce n'est pas parce qu'il a plus de connaissances. Non, c'est parce que, contrairement aux autres, il est conscient de sa propre ignorance. Il ne prétend pas savoir ce qu'il ne sait pas. C'est ça, la sagesse socratique. Bon, une fois qu'il a posé le décor et expliqué sa démarche, Socrate se tourne vers son accusateur principal, Mélétos. Et là, en direct devant le tribunal, on va assister à une démonstration magistrale de sa méthode, le contre-interrogatoire. Premier point, la corruption de la jeunesse. Socrate demande à Mélétos. Qui rend les jeunes meilleurs? Mélétos, un peu au dépourvu, répond tout le monde. Les lois, les juges, tous les citoyens, sauf toi, Socrate. Et là, Socrate lui montre à quel point c'est absurde. C'est comme pour les chevaux, dit-il. Il faut un spécialiste pour bien les élever, pas la foule. C'est donc insensé de dire qu'un seul homme corrompt la jeunesse quand tous les autres la meilleure. Deuxième point, l'impiété. Là encore, Socrate met Mélétos face à ses contradictions. L'accusateur prétend que Socrate est un athée complet, mais en même temps, il l'accuse d'introduire de nouvelles divinités. Socrate le coince, on ne peut pas croire à des phénomènes divins, ces fameux démons, sans croire aux dieux qui en sont à l'origine. C'est comme croire qu'il y a des mulets sans croire qu'il y a des ânes et des chevaux. L'accusation s'écroule sur elle-même. Du coup, si son but n'est pas de corrompre, quel est-il? C'est là que Socrate sort une métaphore incroyable. Il se compare à un taon. Oui, cette grosse mouche qui pique et qui agace. Athènes, dit-il, est un grand cheval de noble race, mais un peu lent, un peu endormi. Et lui, Socrate, il a été envoyé par le dieu pour le piquer, le réveiller, le forcer à s'examiner.
Son rôle, c'est d'être l'aiguillon qui empêche la cité de s'endormir sur ses lauriers. La défense de Socrate est terminée. C'est maintenant aux 501 jurés de voter. Le moment du verdict est arrivé et il sera suivi d'une phase de détermination de la peine absolument stupéfiante. Le verdict tombe. Socrate est déclaré coupable. Mais attention, de très peu. Il s'en est fallu de 30 voix seulement pour qu'il soit acquitté. Ça montre bien à quel point les jurés étaient divisés sur son cas. Selon la procédure à Athènes, l'accusation doit alors proposer une peine. Sans surprise, Mélétos et ses amis réclament la sanction maximale, la mort. La balle est maintenant dans le camp de Socrate. Il doit faire une contre-proposition. Et là, la réponse de Socrate est d'une audace, mais d'une audace folle. Au lieu de proposer une amende ou l'exil pour sauver sa vie, il refuse de reconnaître la moindre culpabilité. Il maintient qu'il a été un bienfaiteur pour la cité, et donc avec une ironie mordante, il propose ce qu'il mérite vraiment, être nourri aux frais de la princesse, aux Prytanée, un honneur réservé aux héros de guerre et aux champions olympiques. Cette provocation pour les jurés, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Furieux de ce qu'ils prennent pour de l'arrogance, ils votent une seconde fois. Et cette fois, le résultat est sans appel, une majorité écrasante pour la peine de mort. Beaucoup de ceux qui l'avaient jugé innocent se retournent contre lui et votent pour son exécution. Condamné à mort, mais Socrate n'est pas abattu. Il s'adresse une dernière fois à ses juges et il leur livre une ultime et peut-être la plus grande de ses leçons de philosophie. Il parle de la mort avec une sérénité déconcertante. Pour lui, il y a deux possibilités. Soit c'est une sorte de néant, un sommeil sans fin et sans rêve, et dans ce cas, c'est un gain, un repos absolu. Soit c'est un passage vers un autre monde, où il pourra enfin continuer sa quête de vérité en discutant avec les grands esprits du passé. Dans les deux cas, ce n'est pas un mal pour un homme de bien. C'est à ce moment précis qu'il prononce la phrase qui résume toute sa vie, tout son combat, et qui résonne encore aujourd'hui. Une vie sans examen, sans introspection, sans se poser de questions sur soi-même et sur le monde, eh bien une telle vie ne mérite pas d'être vécue. Et il conclut avec son humilité habituelle. Il dit en substance « L'heure est venue de nous quitter. Moi je vais mourir et vous, vous allez vivre. Qui de nous a le meilleur sort? Ça, je n'en sais rien. Seul le Dieu le sait. » Jusqu'à son dernier souffle, il reste fidèle à son principe fondamental, la conscience de sa propre ignorance. Au bout du compte, le procès de Socrate nous laisse avec cette question, une question énorme et toujours actuelle. Quelle place une démocratie doit-elle accorder à ceux qui la critiquent, qui la remettent en question? Ce taon qui pique et qui dérange est-il un danger pour la société ou au contraire est-il absolument essentiel à sa bonne santé? La question reste ouverte.